Derrière l'objectif. Derrière l'objectif. Il y avait sur la plage des bateaux pneumatiques prêts. Et il a fallu porter sur nos épaules l'un des bateaux. C'était assez surréaliste dans la mesure où on avait le sentiment, enfin moi avec du recul, j'avais le sentiment de porter au fond ma tombe, quoi. Journaliste à la rédaction internationale de Radio France, Omar Ouaman a suivi une famille de réfugiés syriens qui tentaient de fuir la guerre, comme un demi-million de Syriens en 2015 seulement. Selon les Nations Unies, il serait désormais 13 millions à avoir été contraints de quitter leur foyer au cours de ces 10 dernières années. 12 jours dans la vie d'un réfugié, un reportage diffusé à l'époque sur France Inter dans l'émission Interception, une expérience marquante que le grand reporter Omar Ouaman accepte ici de partager. Alors je vais vous amener à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ces réfugiés atteignent les côtes turques. Ce périple tant redouté, celui de la traversée de la Méditerranée, ils l'ont réussi. Mais à quelques mètres sur la même plage, il y a les autres, ceux dont on ne parle presque plus, ceux qui n'arriveront jamais en Europe. Et parmi ces victimes, un enfant face à un sauveteur impuissant. Une image qui fait déjà la une de quotidien dans le monde entier et bouleverse les réseaux sociaux avec ce hashtag en turc, traduction « l'humanité échouée ». Échoué comme cet enfant revenu sur sa plage de départ, Bodrum. Le bateau parti en pleine nuit direction l'île grecque de Kos a finalement chaviré. Un cas loin d'être isolé car depuis janvier, plus de 2600 personnes ont péri lors de cette traversée. On est en 2015, le monde est sous le choc après la publication d'une petite photo d'un petit enfant, le petit Alan, mort, noyé, retrouvé, échoué sur une plage de Bodrum, sur la côte ouest de la Turquie. La question migratoire devient une question majeure et on décide d'aller à la rencontre de ces réfugiés syriens et de leur quête d'Eldorado, en tout cas de leur fuite en avant vers l'Europe. Moi, je suis correspondant à Beyrouth, au Liban. Je couvre toute la région, tout le Moyen-Orient, et j'ai été évidemment à plusieurs reprises en Syrie, dans les zones rebelles. Et c'est de ces zones rebelles d'où sont originaires la majorité des réfugiés, puisque ce sont des zones qui ont été littéralement rasées par le régime de Bachar el-Assad, qui n'a fait aucune distinction entre civils et belligérants, avec l'aide du Hezbollah libanais, de l'Iran et de la Russie, et ce qui expliquait aussi pourquoi autant de réfugiés syriens sont partis sur les routes, autour de 5 millions. Alors moi à ce moment-là, je suis correspondant à Radio France, je suis à Beyrouth et je propose une idée qui est de partir en reportage et de suivre une famille depuis cette frontière turco-syrienne vers l'Europe. Ça signifie que je vais devoir la suivre de A à Z, et notamment avec l'importance d'être à leur côté, notamment lorsqu'il a été question de la traversée, qui était le moment le plus important. Et on m'a dit oui, on m'a dit c'est bon, tu peux y aller. Go!
moi je vais sur la frontière turco-syrienne et je vois beaucoup de réfugiés. Et au départ, les familles moi, que je rencontre sont fatiguées après la traversée de la frontière turco-syrienne. Car c'était, et c'est encore aujourd'hui, une zone extrêmement dangereuse. Et ça accroche pas. Donc pendant 24 heures, j'arrive pas à trouver des gens avec qui je peux passer une dizaine de jours au fond. Et je veux pas aller avec n'importe qui non plus. Et j'arrive dans la gare routière d'Hatay. Hatay, c'est l'antique Antioche. La ville d'Antakya. Hatay, c'est dans le sud-ouest de la Turquie. C'est aux portes de la Syrie. Et je vais à la gare routière et je rentre dans un des bus qui prend la route pour Bodrum, pour Izmir, qui sont les deux ports, les deux portes de sortie vers la Grèce. Et je vois une famille dont les enfants dormaient, 2 enfants en bas âge, et un couple enlacé, les yeux grands ouverts. Et il y avait, si vous voulez, ce contraste entre ces enfants qui dormaient, qui étaient exténués, et ces parents qui avaient les yeux grands ouverts, des yeux nourris d'inquiétude, après des jours et des jours de traversée de cette zone entre Idlib et la frontière turque. Idlib, c'est la capitale de cette région du nord-ouest de la Syrie. Et je leur ai posé une question tout à fait naïve. Je leur ai dit, écoutez, moi je suis journaliste français. Je cherche une famille que je pourrais accompagner vers l'Europe. Est-ce que vous seriez partant, vous seriez d'accord pour que je vous suive? Et le papa a eu cette réponse, s'il vous plaît, suivez-nous. S'il vous plaît, venez avec nous. Ils étaient morts d'inquiétude car ils ne savaient pas où ils allaient au fond. Ils allaient en Europe mais ils ne savaient pas comment. Ils savaient qu'il fallait rejoindre Bodrum, Izmir, ils savaient qu'il fallait traverser, mais comment traverser? Comment rencontrer des bons passeurs? Et donc, moi j'aurais dit, écoutez, moi j'ai une expérience de reporter de guerre, j'ai jamais traversé la mer Égée en bateau, mais je veux bien vous accompagner. Et je les ai accompagnés. Le bus va partir vers Izmir. Donc on part, on fait connaissance dans le bus, on discute. Et c'est toujours un couple d'ingénieurs. Il y a le papa, Ayman, la maman, Ragad. Ils avaient des prénoms de substitution à l'époque. Les enfants, c'est Mohamed et Lotus. Lotus devait avoir 4 ans à ce moment-là, 4-5 ans. Son petit frère de 2 ans et demi, 3 ans. Et le papa, initialement, il voulait partir tout seul. Il voulait quitter la Syrie tout seul pour demander des papiers pour sa famille et revenir chercher sa famille. Et sa femme lui a dit, il est hors de question, tu pars avec nous ou je te laisse pas partir. Et donc c'est la mort dans l'âme qui l'a amené sa famille, parce que en tant que père, il a été extrêmement angoissé à l'idée de traverser la mer Égée avec ses enfants, d'autant, et je l'ai appris plus tard, qu'il ne savait pas nager, tout comme sa femme. On va dans un premier temps s'installer dans un hôtel. On va s'installer dans un hôtel à Izmir. Et on va aller dans le centre-ville à la rencontre d'autres réfugiés qui sont sur le même projet, traverser la mer Égée. Et on va nous indiquer l'endroit où des passeurs sont présents. Et assez facilement, on va rencontrer quelqu'un qui va nous chaperonner en quelque sorte. Et il va falloir payer. Ils ont fait payer à cette famille, c'était aux alentours de 1 000 € par adulte. Et $500, 500 € environ pour les enfants, chaque enfant. Donc ils ont dû sortir 2 000, 3 000 € environ. Ils ont tout vendu. Et donc à ce moment-là, il y a eu une tempête. Une tempête, très mauvais temps sur Izmir. Et moi, je disais à la famille, écoutez, il ne faut pas traverser en temps de tempête parce que on va multiplier les risques. Et donc j'ai appelé à plusieurs reprises, c'est
assez ubuesque avec du recul. J'ai appelé les gardes-côtes grecs pour leur dire, écoutez, voilà, on a prévu de traverser avec des familles, etc. Est-ce que vous nous conseillez de traverser cette nuit, demain, après-demain ? Et puis ils m'ont dit, non, surtout pas cette nuit, ça va tanguer. En revanche, peut-être mercredi. Bon, bref, donc on a attendu plusieurs jours à Izmir jusqu'à ce que le temps soit parfait. Et on a eu un rendez-vous sur le marché central aux alentours de 23h. Marché central d'Izmir, on s'est retrouvés, il y avait plusieurs centaines de réfugiés. Moi, je me suis glissé, ni vu ni connu. Et en fait, on n'était pas 50 dans le bateau, on était 51. Moi, j'étais le passager supplémentaire. Plusieurs camionnettes nous ont transportés, acheminés sur cette plage. Il y avait par bateau 50 personnes. Il faut imaginer un va-et-vient de camionnettes venant et repartant avec des réfugiés en direction de cette plage. Donc on a tous été amenés là, et il y avait sur la plage des bateaux pneumatiques prêts. Et il a fallu porter. C'est nous qui avons porté sur nos épaules l'un des bateaux. C'était assez surréaliste dans la mesure où on avait le sentiment, enfin moi avec du recul, j'avais le sentiment de porter au fond ma tombe, quoi. Moi, j'avais qu'une priorité, c'était suivre cette famille, donc être proche d'elle. Donc on s'est mis à côté du moteur et je voulais aussi avoir un œil sur celui qui allait piloter le bateau. Parce que je savais que les passeurs faisaient un deal avec les conducteurs, avec ceux qui dirigeaient ces bateaux. Le deal consistait à les former vraiment de manière assez rudimentaire et leur donner au fond les clés du bateau en échange de la gratuité. J'ai pris une lampe frontale naïvement, parce qu'on voyait rien, on était dans la nuit noire, donc j'ai pris ma lampe frontale et je l'ai mis autour de ma tête et je l'ai allumée. Et là, un des passeurs a hurlé en me disant « Mais non, tu peux pas faire ça !» Parce que, évidemment, nous sommes dans la nuit et il y a des gendarmes turcs qui circulent et il y a aussi des gardes côtiers grecs. Le bateau va partir, une quinzaine d'enfants au milieu du bateau, hurlant, criant, des adultes qui étaient pétrifiés par la peur. Et j'étais également acteur dans le sens où j'étais dans ce bateau. Donc j'avais ma propre sécurité, donc j'avais prévu un GPS pour suivre la navigation. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait on n'allait pas dans le bon sens. On s'était perdu en fait. J'ai indiqué au conducteur du bateau, je lui ai dit écoute, là on va vraiment au mauvais endroit, on va se perdre, quoi. Et on n'aura pas d'essence pour continuer notre périple. Et donc il a suivi mes conseils et on a pu, au bout de 2h30, 3h, arriver sur l'île de Chios. On a tapé sur les rochers, arrivé sur l'île de Chios. En tapant sur cette plage de rochers, on a tous basculé, on s'est retrouvé dans l'eau, on avait pied, les enfants ont été portés, etc. Et puis on a regagné la rive et voilà, on avait réussi cette traversée et la famille était ravie, les passagers sur ce bateau riaient, chantaient, c'était la joie, mais ils étaient loin, très très loin d'imaginer que le plus dur était devant nous parce qu'on était arrivé en Europe sur cette île de Chios, mais qu'il fallait rejoindre Athènes, puis ensuite remonter en direction du nord de l'Europe. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé donc sur cette plage. La police grecque a été alertée, je ne sais comment, et est venue nous récupérer. On a été amené dans un camp, mais un camp sordide. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de tente, il n'y avait rien.
On a dormi par terre pendant 2 jours. Et en fait, pour faire simple, la règle à l'époque, qui est encore la règle aujourd'hui, mais la règle était qu'il fallait faire une demande, remplir un certain nombre de formulaires, et ensuite ces papiers obtenus par les autorités grecques, ce qu'on appelle c'est les accords de Dublin, stipulaient qu'on avait 6 mois, je crois, pour quitter le territoire grec. Mais ces papiers nous autorisaient à aller à Athènes. On a pu prendre un bateau, un immense ferry. Il faut imaginer ce ferry qui était composé, en tout cas à ce moment-là, il y avait des milliers et des milliers de réfugiés à l'intérieur. Et quand on est arrivé à Athènes, quand la porte du ferry s'est ouverte, des milliers de réfugiés sont descendus. On est sorti de ce ferry et chacun est parti dans sa direction. Le point central en Grèce, c'est Omonia. Omonia, c'est de là d'où partent les bus vers la Macédoine. Donc là, on a passé quelques heures à Athènes, on a pris ce bus qui nous a amenés à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Et ensuite, on a pris un train. On a traversé la Macédoine pour arriver en Serbie. Serbie, Croatie, on a repris la Hongrie. On a traversé la Hongrie et on a marché pour aller à Vienne. Et de Vienne, on a pu ensuite continuer et eux ont poursuivi leur route vers l'Allemagne et vers la Suède. Il y a de très nombreux souvenirs, mais l'un d'entre eux, moi, qui me reste, c'est lorsque nous étions au petit matin. On a été déposés par ce train, je crois que c'était en Macédoine, à la frontière. Il a fallu marcher. Et on a marché dans une forêt. Il faisait très nuit. Et la fameuse lampe frontale, eh bien cette lampe frontale a été très importante parce qu'elle a permis d'éclairer nos pas, parce qu'ils avaient tous leur téléphone, souvent déchargé. Et on a marché comme ça au petit matin. Il faisait encore nuit. Et on s'est retrouvés sur les rails. C'était un vrai repère pour nous. Il faut imaginer des centaines et des centaines de réfugiés marchant d'un seul pas sur ces rails. Et on a entendu du bruit. Et l'un des réfugiés a hurlé « Attention, attention, il y a un train, poussez-vous !» Et on a tous eu le même réflexe, on s'est jeté littéralement, on s'est poussé, on s'est mis sur le côté, et le train est passé avec son klaxon que j'ai encore à la tête, strident, qui a déchiré la fin de nuit. Il était 6h, 6h30 du matin. Et ça a hurlé parce qu'il y avait des gens qui se demandaient ce qui se passait. Et j'ai lu ces derniers mois, j'ai lu qu'il y a eu plusieurs accidents de réfugiés morts sur des rails, notamment entre la frontière espagnole et la France, au Pays Basque. Il y a eu, si vous vérifiez, vous verrez, il y a des Algériens qui sont morts fauchés par un train, et c'est également arrivé dans cette zone-là. Donc ça aurait pu nous arriver. Cette famille se trouve aujourd'hui en Suède. Les parents sont suédois, parlent parfaitement suédois. Les enfants sont suédois. Ils ont la binationalité. Il y a une toute petite Alma est née en Suède. Ils ne regrettent pas. Quand je les ai au téléphone, ils ne regrettent pas avoir quitté leur pays, parce qu'ils l'ont quitté la mort dans l'âme. Ils étaient très très tristes de quitter la Syrie, mais ils savaient que c'était la bonne décision à prendre, que leur vie en dépendait. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.